présence à cette 19e conférence de l'Association des chercheurs de l'Université Panthéon-Assas, à l'occasion de laquelle nous avons le grand honneur d'accueillir Madame Geneviève Bernard, la défenseure des enfants, que nous remercions à nouveau d'avoir honoré cette conférence de sa présence. C'est en effet avec joie et fierté que nous vous accueillons à l'Université Panthéon-Assas, à l'occasion de cette conférence, où plusieurs intervenants vont exposer diverses problématiques qui participent toutes de la protection de l'enfance. Les intervenants qui vont se succéder sont tous, chacun à leur place, des acteurs de terrain. 2 médecins, une universitaire, 2 doctorants et 2 jeunes ambassadeurs des enfants, tous sensibles à la question de l'enfance. Dans leur intervention, ils feront tous d'une manière ou d'une autre référence à la question de l'effectivité des règles. Une question qui, je le sais, vous est chère, Madame la défenseure. Partant, les sujets qui seront successivement évoqués cet après-midi sont les suivants. Je vous les livre dans l'ordre. La notion d'intérêt supérieur de l'enfant des rues en tant que sujet de droit, une problématique spécifique aux droits des mineurs isolés, étrangers, une difficulté relative à la mission des assistants familiaux, et nous terminerons par la mission des JAD, les jeunes ambassadeurs des enfants, que viendront nous exposer 2 jeunes ambassadeurs actuellement en fonction, qui sont impatients d'intervenir, je le sens. Réfrénez un peu votre impatience, ça va venir. Cette conférence, je le rappelle, a essentiellement pour objet tant de présenter aux instances universitaires et aux étudiants l'action de la défenseure des enfants, que d'évoquer certains aspects du droit positif et les progrès qui restent à accomplir en matière de droit de l'enfant. Il s'agit de présenter l'action de la défenseure des enfants aux instances universitaires et aux étudiants, d'autant que force est de constater que le monde universitaire est modérément sensible à l'action du défenseur des droits en général, dont il ne parvient pas toujours à situer l'action sur le terrain du droit positif. Avec notre association, et avec bien d'autres, nous tentons de contribuer à promouvoir cette action, mais beaucoup reste à faire. Alors pourquoi ce titre « De l'enfant objet à l'enfant sujet » D'abord parce qu'il évoque un cheminement, et malgré la route encore longue, le sentiment d'une progression. Car au cours des siècles, le développement de la perception de l'enfance a connu de nombreuses fluctuations. Phénomène social plus que biologique, l'enfance est une construction sociale et les représentations de l'enfance dans le monde occidental obéissent à l'influence primordiale du XVIIIe siècle. Locke, puis Rousseau, passionnent durablement les pédagogues et les familles. Foucault a montré l'importance au XVIIIe siècle de l'émergence des systèmes classificatoires applicables aussi à la société, qu'elle soit scolaire ou carcérale. Après les travaux de Condorcet et de Leibniz, l'enfant normal, entre guillemets, est forcément en bonne santé, j'ai chuté, et bien élevé, puisque les désordres sociaux et comportementaux sont aussi perçus comme des pathologies. Le début du XXe siècle est marqué, lui, par les travaux fondateurs de Piaget, remis en cause depuis quelques dizaines d'années à la suite des découvertes de la psychologie et des sciences cognitives. Ce n'est qu'au cours de ces derniers siècles que la place de l'enfant a évolué, que le regard porté sur lui a changé, et que l'on peut parler de naissance de sentiments modernes de l'enfance. L'attention portée au bien-être, à la protection, puis au statut même de l'enfant ne date que de quelques décennies. Alors, Madame la défenseure des enfants, avant de vous laisser la parole, quelques mots qui permettront de mieux situer encore votre action. Comme chacun sait, vous occupez la fonction de défenseur des enfants depuis septembre 2014, et le 21 septembre 2017, à l'issue des travaux de la 21e conférence annuelle de l'ENOC à Helsinki, vous avez été élu présidente du réseau européen des défenseurs des enfants. Depuis 1985, vous avez consacré votre carrière professionnelle et vos engagements personnels à la protection de l'enfance, et la liste des fonctions que vous avez successivement occupées dans ce domaine atteste de l'expérience d'une femme de terrain unanimement reconnue comme telle. Vos contributions relatives à la protection de l'enfance sont multiples. Mais j'en ai déjà tout dit, et c'est avec un grand plaisir que je vous cède la parole, non sans vous avoir remercié à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est impressionnant ce micro. D'abord, est-ce que j'appuie là? C'est ça. D'abord, je voudrais vous saluer chacune et chacun, vous remercier pour votre présence. Moi-même, j'ai cru un instant hier soir tard que je ne pourrais pas honorer votre invitation, puisque
je dois prendre un train tout à l'heure et que ce train était annulé. Voilà. Et j'ai pu en avoir un autre en espérant qu'il fonctionne bien, qu'il roule bien. Donc merci beaucoup en tout cas pour votre invitation. C'est avec beaucoup de joie que j'y réponds, je souhaitais y répondre favorablement. Ce matin, ce sont les hasards des calendriers. Ce matin, à l'institution du défenseur des droits, M. Toubon a remis un prix de thèse à 2 doctorantes. L'une de ces thèses portait sur les SDF et le droit, sans domicile fixe et le droit, et la seconde portait sur les mineurs non accompagnés, l'évaluation ou la non-évaluation des mineurs non accompagnés. La première doctorante est une juriste de l'université de Panthéon-Assas, donc voilà, je voulais le saluer et le dire parce que ce sont aussi ces rencontres qui font la vie et la vie réelle. Et ce matin, une des personnes qui intervenait pour présenter à l'occasion de cette remise des prix de thèse, une universitaire disait qu'il était important de faire sortir le savoir de sa tour d'ivoire universitaire. Je me disais qu'il était important aussi que le défenseur des droits et l'université se rencontrent pour mieux se connaître et puis pour pouvoir effectivement, optimiser, si je puis dire, nos travaux respectifs. En tout cas, s'agissant des 2 thèses qui ont été présentées ce matin et qui ont été donc primées ce matin, les 2 sont intéressantes, mais celle sur les mineurs non accompagnés, évidemment, m'intéresse particulièrement comme défenseur des enfants. C'est d'autant plus important que, comme vous l'avez dit, M. Puma, la question qui doit nous occuper et qui va être centrale dans l'exposé que je vais vous faire, c'est la question de l'effectivité des droits. Parce que, le défenseur des droits, je rappelle quand même que c'est une autorité administrative indépendante, dont l'indépendance est garantie par la Constitution, depuis la réforme constitutionnelle de 2008. C'est une institution qui a 5 champs de mission distincts. Le premier, ce sont les droits des usagers des services publics. La deuxième, c'est la lutte contre la discrimination et la promotion de l'égalité. La troisième, c'est la déontologie des forces de l'ordre, les relations des usagers avec les forces de l'ordre. La quatrième, c'est donc celle qui m'intéresse en tant que défenseur des enfants, c'est la mission de défense et de promotion de l'intérêt supérieur et des droits de l'enfant, tels qu'ils sont consacrés par les engagements internationaux ratifiés par la France ou par la loi nationale. Et la cinquième mission, qui est plus récente, puisque les 4 premières que je vous ai citées là émanent de la loi organique de 2011, du 29 mars 2011, qui crée le défenseur des droits, et la cinquième a été ajoutée complémentairement à ces 4 premières missions. Il s'agit de la protection et de l'orientation des lanceurs d'alerte, qui est une mission qui incombe aux défenseurs des droits depuis la loi Sapin de 2016, de décembre 2016. Et donc, comme je le disais, j'ai commencé à vous le dire en tout cas, dans le cadre de ces missions, ce qui caractérise et le point commun entre l'ensemble de ces champs d'intervention, c'est notre mission qui est de veiller à l'effectivité des droits, de regarder comment ces droits sont concrètement réalisés pour chacun et chacune et pour tous, et de faire en sorte de réduire autant que possible par nos propositions de réforme législative ou réglementaire, par nos propositions d'évolution des pratiques, nos différentes recommandations, donc de réduire l'écart entre ce qu'on peut appeler les droits proclamés et les droits réels. Nous disposons dans notre pays d'un système, d'un dispositif, d'un cadre juridique extrêmement complet, mais la question que nous allons regarder de près, c'est la question de la mise en œuvre de ce cadre juridique, des freins et des obstacles qui peuvent altérer la réalisation des droits pour l'ensemble des personnes et évidemment pour les enfants en ce qui me concerne. Et je
cet après-midi se situe aussi, c'est aussi pour cela que je trouvais important d'être présente aujourd'hui, en cette année de célébration du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est le traité international le plus ratifié au monde, hein, on le sait, qui est aussi le premier texte contraignant envers les États, qui reconnaît l'enfant comme un sujet de droit propre, comme on est vraiment dans le cœur de cet après-midi, comme une personne à part entière et comme un membre actif de la société. Un enfant, sujet de droit, être humain à part entière, qui doit à ce titre être encouragé, soutenu, qui doit se sentir écouté et entendu et pris en considération autant qu'un adulte, qu'un autre être humain qu'un adulte. Donc c'est aussi, vous me donnez aussi l'occasion dans cette année de 30 ans, des 30 ans de la Convention, de dresser un petit peu un bilan de sa mise en œuvre au travers de nos travaux. Et je voudrais commencer par une citation qui est une citation de Janusz Korczak. Alors c'est toujours difficile de faire un choix entre les citations, mais celle-ci, bon, je trouve qu'elle se situe vraiment dans l'introduction de cet après-midi. Janusz Korczak, c'est un des pères de la Convention internationale des droits de l'enfant, enfin, on peut dire même le père, même s'il y a eu toute une famille qui s'est créée autour de lui après. En tout cas, il a très tôt, c'est un médecin polonais qui est mort dans un camp de concentration et qui avait développé à la fois une théorie mais surtout une pratique du soin apporté aux enfants, la prise en compte des enfants, la prise en considération des enfants. Et cette citation, c'est la suivante. L'adulte et l'enfant, c'est comme s'il y avait deux vies, l'une que l'on prend au sérieux et que l'on respecte, l'autre que l'on tolère avec quelque indulgence et à laquelle on accorde moins d'intérêt. Pourtant, il s'agit bien d'une seule et même personne. Alors, je vais essayer de vous dire un peu comment... parce que cette citation, elle est inspirante, c'est une référence aussi dans notre travail, tout autant que le sont d'autres travaux, vous en avez cité certains. Je vais essayer de vous faire un peu un bilan au regard du fait que les enfants, de cette reconnaissance de l'enfant comme sujet de droit, comme sujet à part entière, comme être humain à part entière. Je rappelle quand même que les droits de l'enfant, c'est une émanation des droits de l'homme. Donc à ce titre, il est important de se souvenir de cette historique, de cette histoire. Et je vais lui faire ce bilan en partant des réalités que nous connaissons, puisque je crois qu'une des particularités, quand on dit autorité administrative indépendante, un rang constitutionnel, on a l'impression d'une institution de la République extrêmement éloignée des réalités, extrêmement très solennelle et très... Or, c'est tout le contraire. Je pense que notre institution, c'est une institution de proximité. C'est une institution de proximité, c'est un fait. Cette proximité, elle est incarnée d'ailleurs par nos 500 délégués du défenseur des droits qui sont présents partout sur le territoire. Mais cette proximité, c'est aussi une proximité des réalités que vivent les enfants et leurs familles au travers des réclamations. Et ça, c'est tout le travail de traitement, d'investigation, d'instruction des réclamations qui nous sont adressées. Concernant les droits de l'enfant, c'est 3000 réclamations environ par an qui nous sont adressées par des parents, la famille élargie, des associations, surtout quand il s'agit de publics plus vulnérables qui ont du mal à faire eux-mêmes les démarches. Également des professionnels qui peuvent nous saisir. Et des enfants,
puisque nous pouvons être saisis par des enfants eux-mêmes, même si la part des saisines des enfants est relativement faible, puisqu'on est à 15% de saisines par des enfants. Ceci dit, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution du nombre d'enfants qui nous saisissent, de cette part, et on assiste à une augmentation régulière du nombre d'enfants qui nous saisissent. Ces réclamations, en fait, quand on parle d'effectivité, ces réclamations, elles illustrent, ce sont autant de petits faits vrais, comme pour reprendre l'expression de Stendhal, de petits faits vrais qui nous éclairent sur les réalités de la vie des enfants et des familles. Et des réalités que nous allons donc instruire, sur lesquelles nous allons essayer d'apporter des réponses, et que nous allons en tout cas approfondir avec les associations avec lesquelles nous travaillons. Nous avons différents comités d'entente qui rassemblent des représentants de la société civile sur la protection de l'enfance, sur le handicap, sur les LGBT, etc., avec lesquels nous allons croiser nos regards en fonction pour être le plus juste possible par rapport justement à ces réalités et pour mesurer le plus précisément et le plus justement possible cette question de l'effectivité des droits. Alors, que puis-je dire sur, et que vais-je vous dire sur, en fait, sur cette réalisation justement des droits comment est-ce que l'ensemble des droits qui sont consacrés par la Convention, donc depuis 30 ans aujourd'hui, ils sont réalisés, pour partie ou totalement? Est-ce que l'intérêt supérieur des enfants est bien une considération primordiale dans les décisions qui les concernent? Est-ce que la parole de l'enfant, son opinion, est recueillie, entendue, prise au sérieux par les adultes qui l'entourent? Est-ce que les enfants voient véritablement se réaliser effectivement leur droit à la vie, à la survie, au développement? Ou encore est-ce que le principe de non-discrimination et le principe d'égalité sont respectés pleinement? En relisant l'éditorial de notre rapport annuel Droits des enfants de 2017, j'ai retrouvé une phrase qui disait, qui en faisait un bilan en fait des différents projets portés par l'État, un an après que la France ait subi son examen, c'est-à-dire son examen périodique devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Et on indiquait dans cet éditorial, les projets annoncés résisteront-ils à l'épreuve des faits et de la réalité? On est vraiment dans cet enjeu-là. Et voilà, je voudrais faire quelques constats. Constats qui rendent plus général, je pense, ou plus particulier. Le premier constat que nous pouvons faire, que nous faisons régulièrement, et qui ressort à la fois de ce travail, ce dialogue permanent avec les associations, mais aussi de nos constats, de nos propres constats dans le cadre de l'instruction de nos demandes, c'est celui de la méconnaissance persistante de la Convention internationale des droits de l'enfant, de son sens, de sa portée. Je dirais même pas seulement une méconnaissance, mais une incompréhension du sens et de la portée de la Convention. Et en particulier de cette notion, qui est une notion phare, socle de la Convention, qui est celle de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui a longtemps été une notion extrêmement critiquée. Alors on peut dire que le fait qu'en anglais on parle de best interest of the children et non d'intérêt supérieur en anglais, je ne sais pas comment ça se dit d'ailleurs, mais bon, a occasionné une sorte de hiérarchisation qui a heurté, c'est clair, un certain nombre de juristes. Hein. Il y a eu toute une série de prises de position par rapport à cela. En fait, l'intérêt supérieur de l'enfant, il a été défini par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU comme la satisfaction de l'ensemble des besoins fondamentaux des enfants, qu'ils soient physiques, psychiques, sociaux, etc. Également ses besoins de sécurité et ses besoins d'affection.
Donc, méconnaissance persistante de la Convention, 30 ans après quand même, on peut se dire, voilà, c'est pas d'hier, et il y a eu beaucoup d'actions qui ont pu être conduites. Alors ça renvoie quand même à la formation des professionnels. Et c'est vrai que dans les cursus de formation initiale et continue, initiale déjà, la part consacrée aux droits de l'enfant est une portion congrue, très congrue, voire inexistante. Quand je parle des professionnels, je parle de tous les professionnels en contact avec les enfants, les enseignants, les travailleurs sociaux, les médecins, enfin, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a une faible appropriation des droits de l'enfant, ce qu'on constate, dans les pratiques des professionnels. Ce n'est pas la référence des professionnels, ils ont d'autres références, mais ils n'ont pas forcément cette référence. Alors que, je reviens à l'intérêt supérieur de l'enfant, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui est important dans cette notion, c'est une notion dynamique, qui s'appuie sur une évaluation de la situation de chaque enfant. Donc c'est plutôt un processus, elle invite à un processus, elle invite à un mouvement permettant de répondre, de s'interroger sur la situation de chaque enfant et de s'interroger sur la réalisation ou pas, l'atteinte ou pas, le respect ou pas de ces besoins fondamentaux qui vont lui permettre de grandir, de s'épanouir et d'acquérir le bien-être. Parce que c'est ça quand même l'objectif de la Convention. C'est écrit, ce terme de bien-être est indiqué dans plusieurs endroits de la Convention. C'est un des paradoxes nombreux que nous rencontrons concernant les droits de l'enfant. Par exemple, dans notre rapport de 2018, nous avions mis le focus sur le fait que les connaissances sur le développement du cerveau de l'enfant ont beaucoup progressé au cours de ces dernières années, notamment grâce aux neurosciences, à l'épigénétique, etc. Mais qu'en fait, ces connaissances ont une très faible place dans les formations, et que donc des professionnels, et que donc elles sont du mal à imprégner des pratiques professionnelles. Ça, ce serait le premier constat. Et je reviens à l'intérêt supérieur de l'enfant, même si aujourd'hui il a été reconnu d'applicabilité directe par la Cour de cassation et par le Conseil d'État il y a quelques années déjà, et qu'il a une valeur constitutionnelle. Malgré tout, c'est encore un sujet, même si les choses ont progressé. Alors, je pense quand même que les choses ont, cette année, en tout cas pour cet anniversaire, je pense qu'il y a eu quand même une forte mobilisation générale et qu'on se rend compte quand même que petit à petit, des choses avancent, petit à petit, mais la question, c'est celle du temps. Le deuxième élément que je voudrais partager avec vous, c'est le fait, et le deuxième constat que nous faisons, c'est le fait que les organisations et les fonctionnements des institutions, les politiques publiques d'une manière générale, restent centrés sur les besoins, sur les droits, sur les intérêts des adultes, sur ce qu'on appelle les logiques des adultes, plus que sur les enfants eux-mêmes. Et en fait, ce que nous notons, c'est que ce sont les enfants qui doivent s'adapter aux institutions et pas l'inverse. L'année dernière, on avait pris l'exemple de l'école maternelle, en disant l'école maternelle, c'est quand même le lieu pour les tout-petits, parce qu'on avait consacré notre rapport aux tout-petits, notre rapport qui s'intitule de la naissance à 6 ans au commencement des droits, pour bien montrer que les droits, c'est pas seulement pour les adolescents ou pour les enfants discernants, ils commencent comme dit Jacques Toubon, dès le premier souffle. Et donc on avait examiné les différents lieux, les différentes institutions d'accueil, d'accompagnement, de prise en charge d'enfants. Et on s'est rendu compte sur des exemples très, très, très concrets que finalement, ce qu'on demandait, on demandait beaucoup aux enfants, on leur demandait en tout cas de s'adapter au rythme de travail lié à la législation des adultes, hein, par exemple, de s'adapter aux conditions architecturales, qui, par exemple, une question toute
toute bête, toute simple, qui est la question de l'apprentissage de la propreté et des modalités d'accompagnement des tout petits quand même à l'école maternelle, ils viennent juste d'apprendre la propreté, des modalités donc, de mise en œuvre de cet apprentissage à l'école maternelle, sans oublier de parler de la formation. Là aussi, on a pu noter aussi que, alors que ça paraît très évident, les enseignants d'école maternelle n'ont pas de formation spécifique au stade de développement de l'enfant. On pourrait s'imaginer que, oui, ça va de soi, évidemment. Et la différence entre le cadre juridique et l'effectivité. Et puis, des enfants qui vont se trouver plutôt traités comme objet des politiques publiques, des institutions et de l'intervention, et non comme des sujets. Ou des enfants dont la vulnérabilité particulière, le fait qu'ils soient des enfants, n'est pas prise en compte. Je vous donne un seul exemple, mais il y en a d'autres. Le fait que les enfants soient accueillis avec leurs parents dans des centres de rétention administrative, nous le dénonçons fortement et vivement depuis plusieurs années. Mais encore plus l'année dernière, parce qu'il y a eu une augmentation phénoménale du nombre de familles avec enfants retenus en centre de rétention administrative. Et on sait combien l'enfermement, d'ailleurs Maurice Cyrulnik l'a redit encore récemment, combien l'enfermement peut être source de troubles et de difficultés pour ces enfants, pour les enfants concernés dans le cadre de leur développement. Et ce que nous montrions, c'était que, en plus, la rétention de ces enfants et de leur famille ne se justifiait pas, puisque de toute façon, il y avait aussi une disparité de traitement entre les préfectures et entre les territoires. Donc il y avait bien des endroits où ça marchait, sans rétention. Enfin, on n'avait pas besoin d'emmener la famille dans un centre de rétention, et c'est pas pour autant qu'on avait une aggravation des fuites de ces familles, au contraire. Le fait nous avons beaucoup travaillé sur cette question d'enfants sujets et pas seulement objets, justement à partir de l'exemple de la petite enfance, parce qu'il nous semblait que, mais on peut après le décliner à tous âges, mais parce que évidemment la petite enfance c'est le temps des fondations du petit humain. C'est aussi le temps de tous les possibles et le temps de l'apprentissage du monde, comme le disait Hannah Arendt. Bon, voilà, ça ce sont des constats que nous faisons. Ce constat-là, nous le tirons des observations qui ressortent de nos différentes instructions de réclamation. Et cette année encore, en 2019, nous avons fait le même constat dans notre rapport annuel que nous avons consacré aux violences dans les institutions. En fait, le titre c'est « Enfance et violence, la part des institutions ». Et nous avons choisi ce sujet cette année parce que il nous semblait que 30 ans après l'adoption de la Convention, il y avait un droit sur lequel on avait peu progressé, c'était le droit des enfants à être protégés contre toute forme de violence, quel que soit le contexte dans lequel se produisent ces violences. Et nous l'avons aussi constaté parce que nous avons eu une augmentation du nombre de réclamations portant sur des violences dans les institutions. En 2017, nous avions émis une réserve sur le plan de lutte contre les violences, le plan interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants, dans la mesure, tout en saluant ce plan, mais la seule réserve que nous avions émise, c'était le fait qu'il ne s'intéresse qu'aux violences intrafamiliales. Et en fait, nous avons été confortés dans cette réserve par donc, une augmentation des réclamations que nous recevions, portant sur des violences entre adultes et enfants, enfin, d'adultes sur enfants ou entre enfants, avec des modes de gestion, de prévention, de gestion, de traitement de ces violences qui apparaissent inappropriées.
par exemple, et dans lesquels l'intérêt supérieur de l'enfant, très clairement, n'est pas une considération primordiale. Par exemple, de la même façon que tout à l'heure, je disais ça a l'air évident, mais ça ne l'est pas, nous avons examiné comment, dans le cadre du recrutement des professionnels qui sont en contact avec les enfants, quelles étaient les garanties de protection qui étaient apportées dans le cadre de ces recrutements. Et donc, nous nous sommes rendus compte que les casiers, la connaissance, l'accès au casier judiciaire numéro 2, bulletin numéro 2, et au fichier national automatisé des infractions sexuelles violentes, eh bien, n'était pas systématique. Il ne se fait que dans certaines institutions. Ce qui peut paraître complètement anachronique et complètement... ça aussi la question de l'effectivité. Et nous avons aussi montré, donc ça c'est ce que je peux appeler les violences directes, c'est aussi le harcèlement à l'école. On a une augmentation du nombre de réclamations qui concernent le harcèlement à l'école, le harcèlement scolaire. Alors après, on peut dire oui, il y a des plans. Effectivement, il y a tout un plan qui est extrêmement structuré, important, avec des référents, avec tout un processus, etc. Mais pour autant, nous continuons à recevoir des réclamations de parents qui vont nous dire qui considèrent, et on vous le confirme, dans le cadre de l'instruction, qu'en fait ces violences, les violences subies par leurs enfants, elles sont souvent minorées, banalisées, négligées, comme si l'enfant était négligeable. Confère la citation de Janusz Korczak tout à l'heure. Et donc ça, c'est sur les violences directes. Et le deuxième aspect de notre rapport, c'est que nous sommes intéressés donc aux violences indirectes, c'est-à-dire toutes les violences qui naissent ou qui sont renforcées du fait que les logiques des adultes priment sur les logiques des enfants. C'est toute la question des moyens financiers, de la formation des professionnels, de l'organisation même des services, du cloisonnement entre les institutions. Le cloisonnement entre les institutions, ça nuit d'abord aux enfants, parce que quand les institutions travaillent les unes à côté des autres, elles ne travaillent pas ensemble pour une approche globale de l'enfant dans sa complétude. Parce que l'enfant est à la fois inachevé mais complet. Et il faut l'approcher de façon globale. En particulier, autre constat, c'est, je voudrais sur le droit des enfants à être entendus, j'en ai déjà un petit peu parlé, je l'ai un peu évoqué en filigrane. C'est l'article 12 de la Convention qui prévoit que l'enfant peut émettre librement son opinion sur toute question qui l'intéresse et que cette opinion soit prise en considération en fonction, c'est-à-dire au sérieux, en fonction de son âge et de son niveau de maturité, son degré de maturité. C'est juste rappeler que c'est une grande nouveauté de la Convention par rapport aux textes qui l'ont précédé, notamment dans la déclaration de 1959, déclaration des droits de l'enfant qui, elle, n'était pas un traité international à valeur contraignante, à force contraignante. Il n'y avait pas cette notion de droit à la participation. Et ce droit à la participation, il renvoie véritablement à la notion d'enfant sujet de droit et acteur. Parce que cet article il vise à la fois les décisions individuelles, mais aussi les décisions collectives, la participation à la cité, quelle que soit cette cité. Ça peut être la classe, ça peut être toute une série d'autres lieux dans lesquels va se trouver l'enfant. Et ce que nous notons, c'est que ce droit, qui est d'ailleurs un des critères d'évaluation, d'interprétation de l'intérêt supérieur de l'enfant, en d'autres termes, selon le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, s'il n'y a pas de consultation des enfants, on peut considérer que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pleinement respecté. C'est très directement lié. Eh bien, ce droit, il se heurte aujourd'hui encore à de nombreux freins et obstacles. Alors évidemment, il y a eu du progrès depuis l'Antiquité où l'enfant c'était celui qui ne parle pas,
Mais ce qu'on note et ce qu'on observe, c'est que les adultes ont encore beaucoup de mal à accorder crédit à la parole des enfants, à la prendre au sérieux, même quand ces enfants sont victimes, et même quand ces enfants sont victimes de violences. Et c'est aussi ce que dit notre rapport. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons lancé cette année une consultation auprès d'enfants, auprès de 2200 enfants, âgés entre 4 ans et 18 ans, 18 ans un jour, 18 ans. Parce que nous souhaitions recueillir la parole des enfants pour approfondir notre travail, pour réorienter peut-être nos priorités, en tout cas pour nous aider dans l'exercice de nos missions, mais aussi pour essayer de montrer qu'il était possible de mettre en place des mécanismes pérennes dans toute institution de recueil de la vie des enfants et que c'était enrichissant pour tout le monde. Alors, on a fait cette consultation avec 54 associations, parce qu'on n'a pas fait ça tout seul, 54 associations partout en France, métropole et outre-mer. 7 enfants sur 10 n'avaient jamais entendu parler de leurs droits, et encore moins du droit à la parole. Or, quand on parle aujourd'hui de la libération de la parole, pour les enfants, d'ailleurs même pour les victimes de manière générale, on voit bien qu'il faut commencer très jeune à créer des conditions d'expression d'une parole libre, justement. L'article parle d'expression libre. Et ça ne s'improvise pas et ça ne se décrète pas une fois que l'enfant est confronté à des difficultés. C'est beaucoup plus large, c'est tout un processus de société qui doit se mettre en place. Donc 7 enfants sur 10 n'avaient jamais entendu parler de leurs droits. Nous avions, parmi ces enfants, plutôt la volonté de nous adresser aux enfants les plus vulnérables. Je ferai le lien du coup avec ma prochaine observation. Parce que justement, ce sont des enfants qui sont souvent qui sont les moins présents par exemple dans les conseils de jeunes, les conseils municipaux, départementaux de jeunes, etc. On voit bien, même dans les établissements sociaux et médico-sociaux, par exemple dans les conseils de vie sociale, vous savez, qui sont créés ces instances dans chaque établissement et service médico-social qui sont créés par une loi de janvier 2002 et qui sont destinés à parler de la vie collective, avec notamment des représentants des usagers, donc en l'occurrence des enfants. Et bien là, même dans les CBS, pour employer l'acronyme, eh bien, ce sont les enfants les moins éloignés de la parole ou les moins en difficulté qui sont présents. Donc vraiment, il y a un effort à faire, en particulier sur cette question, sachant que l'autre observation que je voudrais faire, c'est que ce que nous constatons, c'est que ce sont les enfants les plus vulnérables qui sont les plus éloignés de leurs droits. Ça aussi, c'est un paradoxe, parce qu'on pourrait imaginer que parce qu'ils sont plus vulnérables, ils font l'objet de davantage de soins et d'attention. Et non, ce n'est pas le cas. Alors, dans les enfants en situation de vulnérabilité, certains viennent spontanément à l'esprit, comme les enfants étrangers, les mineurs non accompagnés, des enfants migrants d'une manière générale, les enfants roms aussi, les enfants de communauté roms, ou autres, gens du voyage, sont aussi les enfants en situation de handicap, les enfants qui vivent dans des familles pauvres, quand même 1 enfant sur 5 aujourd'hui en France vit dans une famille pauvre, qui sont confrontés à des difficultés de logement, à des difficultés d'alimentation, d'accès au droit à l'alimentation, etc. etc. Les enfants qui relèvent de la protection d'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, les enfants qui sont incarcérés. Vous voyez que je parle d'enfants même quand ils sont incarcérés, parce que jusqu'à 18 ans, ils doivent être considérés comme des enfants, c'est ce que nous dit la Convention. Mais j'ajoute, quand je parle d'enfants en situation de vulnérabilité, par exemple, les enfants qui vont se trouver hospitalisés peuvent être concernés. Les enfants qui vont se trouver en décrochage scolaire, les enfants qui... Quelquefois, d'ailleurs, il y a un lien entre le harcèlement scolaire et la phobie scolaire.
ou le fait que, on parle des violences indirectes, on sait très bien, et on le dit dans notre rapport de 2019, de cette année, les enfants handicapés sont plus susceptibles d'être victimes de harcèlement à l'école de la part de leur père comme de leurs enseignants que les enfants non handicapés. Donc les enfants en échec scolaire, en décrochage scolaire, sont en situation de vulnérabilité. Vraiment, c'est une notion extrêmement large, mais en tout cas qui montre que le système est un système qui passe, qui s'intéresse au plus grand nombre, mais pas à des situations plus particulières, surtout quand elles sont complexes. C'est encore pire quand il y a un cumul de difficultés. Et enfin, c'est aussi lié aux enfants en situation de vulnérabilité, je parlais des enfants pauvres, etc. Ce qu'on note aussi et ce qu'on observe aussi, c'est un accroissement, une aggravation des inégalités sociales et des inégalités territoriales. Tout à l'heure, je vous disais que nous avions travaillé avec la métropole et l'outre-mer dans le cadre de notre consultation d'enfants. Il est clair que la situation des enfants dans certains départements d'outre-mer, évidemment pas tous, mais je pense en particulier à la Guyane et à Mayotte, sur lesquels nous travaillons beaucoup à partir des situations vécues par ces enfants. Mais ces situations, elles sont extraordinaires, mais pas dans le bon sens du terme, pour de nombreux enfants qui sont très très éloignés de leurs droits. Voilà un peu les constats que je voulais partager avec vous. Alors évidemment, j'ai le sentiment de ne parler que de ce qui est négatif. Une fois fait cette longue revue de l'effectivité des droits, il y a des aspects, il y a des avancées, évidemment, on n'est pas dans la même situation que dans beaucoup de pays. Cette année, il y a eu une avancée importante qui a été l'adoption par le Parlement de la loi qui prohibe les violences dites éducatives ordinaires, qui est une avancée. Mais, par exemple, il faudrait que cette interdiction, qui figure seulement dans le Code civil aujourd'hui, enfin c'est bien qu'elle figure dans le Code civil, mais elle figure également dans le Code de l'action sociale et des familles et dans le Code de l'éducation, pour qu'on ait vraiment un objectif de construire une société accueillante, hospitalière, bienveillante pour les enfants. Il y a depuis quelques années, dans la période récente, en particulier des avancées sur des sujets comme l'accès à l'école des enfants en situation de handicap, sur l'accès à la santé des enfants en protection de l'enfance. Il y a toute une série de plans, etc., de stratégies. Bon, tout ça, il faut saluer chaque pas qui est fait pour la réalisation des droits de l'enfant. Vraiment, ça, mais en même temps, notre rôle, c'est quand même, au travers de nos recommandations, ce n'est pas de jeter l'opprobre, ce n'est pas de condamner les fonctionnements de tel ou tel, c'est de faire prendre conscience que les manières de faire, les manières d'apporter des réponses, d'organiser les réponses, l'offre de services, etc., eh bien, peuvent avoir des conséquences sur les enfants. Vraiment, cette prise de conscience, je crois que c'est vraiment notre rôle. Notre mission, c'est de défendre et de promouvoir, et dans la promotion, c'est vraiment ça. Interroger, permettre à chacun de s'emparer de ses constats et de se dire, de s'interroger sur ses propres responsabilités, mais pas au sens culpabilité, évidemment, pour faire progresser. Parce que il nous semble aujourd'hui toujours aussi fondamental, j'allais dire encore plus, parce qu'avec le temps qui passe, c'est quand même, je développe un sentiment d'impatience vis-à-vis de la réalisation des droits, mais je pense qu'il est vraiment fondamental de reconnaître pleinement les droits des enfants dès la petite enfance, car
Ils sont à la fois un levier extraordinaire pour la construction personnelle et sociale des enfants, de chacun des enfants, mais aussi parce qu'ils sont un levier extraordinaire pour la promotion de l'égalité entre tous les individus et pour la construction d'une société dans laquelle chacun ait sa place et toute sa place. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui.